Israël pleure ce 28 septembre la perte de son dernier père fondateur. 2 semaines après son accident cérébral, l'ancien président israélien Shimon Peres s'est éteint dans la nuit de mardi à mercredi, entouré d'un membre de sa famille. Figure emblématique de la scène politique israélienne, plus respecté à l'étranger que populaire dans son pays, il fut le principal artisan du développement de la puissance militaire d'Israël avant de devenir dans la seconde partie de sa vie l'un des architectes de la paix dans la région tourmentée du Proche-Orient. Né le 2 août 1923 en Biélorussie, son destin est infiniment lié à celui de la terre d'Israël qu'il a rejointe en 1934 à 11 ans. Il était devenu haut fonctionnaire au service du gouvernement israélien comme directeur adjoint puis directeur général du ministère de la Défense entre 1953 et 1959. Tour à tour, membre du MAPEI, du RAFI, de l'Aliment, du Parti travailliste et de Kadima, il a occupé 18 fois le poste de ministre ou Premier ministre, ce qui lui confère une longévité inédite. En 1994, il reçoit, avec Yasser Arafat et Yitzhak Rabin, le prix Nobel de la paix après la signature des accords d'Oslo. Soutenu par Kadima, Shimon Peres a été élu à la présidence de l'État d'Israël à l'issue de l'élection présidentielle du 13 juin 2007. Il était alors le premier ancien chef du gouvernement désigné chef de l'État dans l'histoire d'Israël. À l'issue de son mandat de 7 ans, il met un terme à sa carrière politique en 2014, alors âgé de 90 ans. À l'annonce de sa mort, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a fait part de sa profonde douleur. François Hollande a salué en Shimon Peres, un des plus ardents défenseurs de la paix, et Barack Obama a quant à lui dans sa déclaration souligné que l'Israélien n'a jamais cessé de croire en la paix. Shimon Peres est décédé à l'âge de 93 ans. Ses obsèques sont prévues pour le vendredi. Marqué, fouetté et attaché. Entre le 15e et le 18e siècle, des centaines de milliers d'Africains ont été envoyés en Amérique depuis la Guinée-Bissau. Un mémorial de l'esclavage ouvre ses portes dans la ville de Cachéou, autrefois l'un des centres névralgiques de la traite négrière. Il se pratiquait ici un commerce de produits locaux et autres. Mais comment cet échange se faisait? Il s'y pratiquait en fait des échanges directs de produits locaux contre des hommes et de produits européens contre des hommes. Plusieurs traces témoignent de cela. Ces hommes partaient vers les Amériques très affaiblis. Cette casserole commune servait à nourrir tous les esclaves. Cette marmite était trop petite, alors chacun prenait une petite part. Les recettes étaient basiques et rapides parce qu'il fallait vite retourner travailler. D'autres lieux symboles de l'esclavage sont aujourd'hui ouverts aux touristes. L'île sénégalaise de Gorée est régulièrement visitée par des chefs d'État comme le président américain Barack Obama en 2013. Et la Guinée-Bissau, l'un des pays les plus pauvres du monde, veut aussi sa part des recettes touristiques. L'idée du musée est née en 2010 lorsque des descendants d'esclaves identifiés grâce à leur ADN ont fait le voyage jusqu'à Cachéou depuis le Brésil et les Antilles. Quand ils sont venus, ils ont commencé à raconter l'histoire. Beaucoup de gens ont pleuré ce jour-là et d'autres se sont dit que peut-être celui-là est mon parent. Et après, on a organisé la danse et même moi, j'ai dansé ce jour-là. En Guinée-Bissau, l'histoire de l'esclavage n'est toujours pas enseignée à l'école. À Cachéou, on espère que les touristes viendront découvrir, grâce au musée, le passé colonial traumatisant du pays. Soigné en urgence, Abdoulaye a bien failli mourir de faim. Pendant que les médecins le mettent sous perfusion, la mère de ce petit garçon de 2 ans, Hadiza, n'ose pas regarder la scène. Dans cette unité de soins intensifs installée à Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria, les équipes de MSF traitent les cas de malnutrition les plus graves. Victimes collatérales de l'insurrection islamiste de Boko Haram, les enfants arrivent chaque semaine plus nombreux, affamés et le regard vide. Plusieurs d'entre eux sont dans des états très graves. Ce sont des patients critiques et les maladies que nous voyons tous les jours dans cette unité de soins intensifs sont liées à la septicémie, à la pneumonie, au paludisme et à la diarrhée. Depuis 7 ans, le groupe islamiste Boko Haram a dévasté le nord du Nigeria et la région du lac Tchad. Près de 20 000 personnes sont mortes et plus de 2 600 000 habitants ont été chassés de chez eux. Selon les Nations Unies, la famine frappe 65 000 personnes.
La dernière fois que nous avons eu de tels cas, c'est quand nous avons eu la guerre au Nigeria, quand les gens étaient bloqués derrière les lignes de front et immédiatement après la résolution de la crise, nous étions en mesure d'y accéder et nous avons vu des cas très très graves. Ici, dans le camp de Mouna, plus de 16 000 déplacés essaient de survivre. Les conditions d'hygiène sont précaires. Les équipes médicales se relaient pour diagnostiquer et soigner les plus affaiblis. Mais la situation est encore plus grave dans les zones isolées où les membres de Boko Haram mènent toujours des raids meurtriers malgré la reconquête de nombreux territoires par l'armée. En ce moment, plus de la moitié de la région est inaccessible. Donc il y a encore beaucoup de gens là-bas qui ont besoin d'aide. Pour endiguer la crise alimentaire qui touche 6 300 000 personnes à l'échelle régionale, 661 millions d'euros sont nécessaires. Le Nigeria, à lui seul, a besoin de plus de 400 millions d'euros. Une somme qui paraît bien difficile à atteindre alors que le pays entre en récession économique.